Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue pour cette nouvelle session du Cercle des experts qui va être consacrée aujourd'hui au machine learning et à l'intelligence artificielle dans le contexte industriel. Nous allons attendre peut-être une minute ou deux afin d'accueillir tous les participants et nous démarrerons cette session, Michael et moi. Voilà, alors je crois que nous sommes quasiment au complet. Donc à nouveau, bienvenue à tous pour ce Cercle des experts sur le machine learning dans le contexte industriel. Donc, je suis Philippe Sadet, je suis en charge du développement commercial des solutions de machine learning et d'intelligence artificielle pour AWS en France. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce cercle des experts avec Michael Waro. Michael, si tu veux te présenter. Oui, donc je suis Solution Architect chez AWS, spécialisé sur les solutions d'intelligence artificielle et de machine learning. Alors, on a prévu deux grands moments dans cette session du cercle des experts. Je vais évidemment repositionner le sujet du machine learning dans le contexte général de l'industrie. Des industries et je vais ensuite passer la main à Mickaël qui présentera plus en détail certaines solutions et certaines applications du machine learning avec des démonstrations en live et on va vraiment rentrer dans le dur. Donc, on espère vous donner ainsi un tour de vue assez complet. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dès à présent et tout au long de la présentation du cercle des experts. Vous avez un onglet spécifique pour les questions et on vous répondra au fil de la présentation. Voilà, et vos questions sont privées, donc vous pouvez vous adresser à nous. Alors, dans le champ du machine learning pour l'industrie, AWS a une certaine histoire et une antériorité avec des échanges avec des clients dans tous les domaines industriels. Et c'est vraiment un privilège pour AWS d'accompagner ses clients qui appartiennent à des domaines très précis. Le premier constat qu'on a pu faire au départ, c'est vraiment de constater qu'il y a une très grande diversité de situations, avec des types d'équipements très variés, des types de données générées, des objectifs métiers très spécifiques. Et vous-même pouvez vous situer dans l'un des domaines industriels qu'on a présenté sur cette slide. Et l'intuition initiale est de dire qu'il y a aujourd'hui une telle diversité qu'il pourrait peut-être être nécessaire de faire des solutions sur mesure pour chaque champ industriel. Néanmoins, nos interactions avec nos différents clients nous ont permis de voir d'abord que la transformation digitale s'opère chez tous nos clients, quel que soit leur secteur d'appartenance dans le champ industriel. Et même si chaque contexte est spécifique, on trouve des schémas communs pour réussir et être très efficace dans sa transformation digitale. Il y a des thématiques qui finalement se factorisent parmi tous ces domaines industriels et qui sont en fait pratiquement des clés de succès pour une transformation digitale. Alors il y a au moins trois thèmes aujourd'hui qui appartiennent un peu, qui questionnent un peu les choix d'architecture. On va trouver le premier sujet qui va être de rendre la donnée accessible, parce que les données peuvent être sur des équipements d'âge très variés, avec parfois des décennies d'écart entre les plus modernes et les plus anciennes. Il y a les questions de transfert de données pour pouvoir les traiter et les exploiter. Il y a une grande thématique qui est celle du management des données avec des questions de gouvernance, de qualité, d'organisation des droits d'accès. Donc le data management est une des thématiques que l'on retrouve chez tous nos clients et dont on va parler un petit peu. Et puis il y a aussi une autre thématique pour les entreprises qui sont très distribuées et qui ont éventuellement des usines dans le monde entier, qui va être de comment mettons en place des solutions qui puissent passer à l'échelle et se distribuer correctement pour remplir leurs fonctions. Et puis il y a des questions qui sont plutôt liées au champ fonctionnel. Comment fait-on pour, par exemple, produire des solutions de décision et d'analytics temps réel, sachant que l'on doit aller des données les plus brutes issues des usines ou des centres de logistique vers les métiers et les fonctions financière ou commerciale. Et puis il y a évidemment toujours la question fonctionnelle de la sécurité qui va parcourir toutes nos discussions avec nos clients et qui concerne tous nos clients évidemment. Donc ces cinq thématiques qu'on a sélectionnées, lorsqu'on échange avec nos clients et qu'on leur dit finalement, si vous pouviez émettre trois vœux
en disant voilà quelles sont les trois choses que vous voudriez réaliser avec AWS. On trouve trois choses très très claires qui s'expriment systématiquement. La première, évidemment, c'est d'être capable d'avancer dans la transformation digitale en contrôlant de façon très serrée le coût, éviter les situations de Big Bang où il faut faire un énorme investissement pour pouvoir commencer à avancer, pour dérisquer les projets. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'apporter avec AWS. Il y a une deuxième volonté, un vœu qui est très clairement exprimé, qui est de dire nous avons des données en grand nombre qui sont de plus en plus massives quand on va vers les équipements et de plus en plus concentrées quand on remonte sur les couches fonctionnelles. Et aujourd'hui, les données qui sont les plus exploitées sont celles classiquement des ERP et parfois des MES. Et puis quand on va vers les données qui sont sur le terrain, finalement, on a une masse de données qu'on n'exploite pas. Et on veut pouvoir tirer avantage de ces données et créer des nouvelles fonctions qui vont aider nos métiers. Et puis le troisième vœu qui est exprimé par nos clients très souvent, c'est celui de dire on ne veut plus construire des solutions monolithiques. On a besoin d'une très très grande flexibilité à l'avenir. On doit pouvoir inventer des nouvelles fonctions et on souhaite avoir des architectures qui soient presque on demand, organisées par petits blocs fonctionnels, donc en microservices, etc. Et donc ça, c'est vraiment une motivation à trois volets qui fait que beaucoup de nos clients se tournent vers nous pour avancer sur leurs projets industriels. Et qu'est-ce que nos clients vont trouver chez AWS? Essentiellement deux choses. La première est relative évidemment à l'ensemble des solutions technologiques qu'on peut offrir. Et il y a parfois une méconnaissance de la gamme de nos solutions. Donc je vais prendre le temps d'expliquer. AWS n'est pas que un hébergeur qui offre du stockage et du calcul. On a vraiment un panel de solutions qui couvre les questions en mode edge. Donc que peut-on faire localement dans une usine ou dans un site de production avec des thématiques très précises qu'on va couvrir. Et puis, évidemment, il y a toutes les briques qui sont présentes dans le cloud, une gamme très très vaste de technologies que je vais appeler IoT, mais qui finalement se concentre sur l'exploitation des données de production, de la collecte jusqu'à l'ingestion, traitement en temps réel, etc. Il y a tout un champ qui va être relatif au traitement de la donnée en général. Et là, on va avoir une diversité de données qui peut aller évidemment des données de capteurs, mais qui va couvrir aussi les images, les vidéos, les données éventuellement de sites de vente en ligne, etc. Donc il faut une capacité à gérer cette diversité de données. Et puis on va proposer aussi toute une gamme de solutions qui vont couvrir les fonctions de data warehouse, de data lake, d'analytics, qui vont permettre un branchement et une utilisation du machine learning à tous les niveaux du process. Et on a un panel de solutions de machine learning dont on parlera plus précisément tout à l'heure. Donc AWS, c'est déjà ça, c'est cette très grande diversité de solutions pour avoir de bout en bout une solution cohérente technologiquement, efficace et avec les avantages économiques de sécurité et de déploiement dont on a parlé tout à l'heure à tous les niveaux. Mais ce qu'on va proposer chez AWS aussi, qui est, je pense, encore plus important, qui doit être en fait le point de départ, c'est vraiment la capacité à discuter des objectifs métiers, des objectifs de vos lignes de business. Alors là, on a découpé en 6 grandes catégories, mais c'est pour illustrer, il y a encore d'autres grandes catégories qui peuvent s'exprimer. Donc on est très à l'aise avec des discussions qui vont concerner des équipes d'ingénierie ou de design. On peut évidemment se concentrer sur les problématiques d'optimisation de la production ou des équipements. Je pense aux thématiques de maintenance prédictive dont on parlera tout à l'heure. Les sujets de qualité sont évidemment au cœur des échanges qu'on a avec nos clients, puisque ce sont souvent les moteurs de la transformation digitale, entre autres. Et donc là aussi, on présentera une solution utilisant le machine learning pour faire de la détection de défauts et donc améliorer les contrôles. Et puis, il y a des champs très vastes comme celui de la supply chain ou bien de la sécurité des personnels et des équipements. Voilà. Donc, on a toujours cette volonté de démarrer nos échanges autour de questions qui sont propres au métier, qui sont vraiment génératrices de valeur pour nos clients et non pas par la technologie, même si elle est là et qu'elle a été pensée pour faciliter les déploiements, la progression dans ces thématiques et réduire le risque. Alors, on a de très nombreuses références. On en a un
tout petit échantillon ici, ça n'est pas étonnant pour AWS que d'échanger avec des acteurs industriels. Pour citer quelques noms, dans le champ européen, il y a évidemment Airbus, on peut parler d'SKF, on a le groupe Volkswagen avec lequel on a des très très fortes relations et interactions stratégiques, mais on a aussi l'habitude de travailler avec des sociétés plus petites qui ont des problématiques industrielles. Donc, on est à l'aise avec différents contextes, différentes catégories de moyens et d'ambition. Ça, c'est un petit peu pour présenter l'historique et l'engagement d'AWS auprès des sociétés du champ industriel. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour parler de notre offre de machine learning et de son positionnement dans le champ industriel. Alors, je vais commencer par un panorama du portefeuille de solutions de machine learning. Vous ne serez peut-être pas forcément concerné par tout ce qui est présenté sur cette slide qui est extrêmement riche, mais ça peut vous aider de positionner un peu les différents blocs de solutions. Alors, on a 3 couches essentiellement chez AWS pour organiser et ranger, j'ai envie de dire, nos solutions de machine learning. Il y a évidemment la couche des infrastructures et des hardware et des frameworks de développement spécifiques au machine learning et à l'intelligence artificielle. Ça va concerner des clients qui sont prêts à investir dans une maîtrise de bout en bout jusqu'au moindre détail des solutions technologiques, qui vont vouloir optimiser absolument tout de l'utilisation du machine learning. C'est parfois nécessaire et donc on le permet absolument avec une très grande diversité d'équipements hardware avec des optimisations matérielles, des GPU très sophistiqués, on a la gamme la plus vaste. Ça concerne évidemment une fraction assez faible de nos clients, mais c'est possible et on continue à innover et on pousse très très fortement ces possibilités-là pour les clients qui, à un moment donné dans leur parcours et d'utilisation du machine learning, vont avoir ce niveau d'exigence. On a une couche intermédiaire qui va concerner tout le travail des data scientists pour aller de bout en bout du design des modèles, de l'entraînement, de la validation, de la préparation des données jusqu'au déploiement avec des déploiements au pluriel, hein, puisqu'il y a des modes très différents de déploiement qui peuvent être temps réel, en mode orchestré batch ou bien en local edge dans les usines. Donc on a quelque chose ici qui est de bout en bout, qui permet de désiloter les fonctions de création de modèles et de déploiement, pour simplifier. Et puis on a une couche qui va regrouper un ensemble de services prêts à l'usage. Les plus connus sont liés habituellement au traitement d'image, traitement de la voix, traduction, donc des thématiques qui sont classiques dans le machine learning en général. Et puis on a développé des services récemment qui sont prêts à l'emploi, et c'est ceux qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui, en tout cas pour 2 d'entre eux, qui vont permettre à des industriels de démarrer et de traiter tout de suite des problématiques sans avoir à la fois les questions d'architecture, d'organisation, de déploiement, etc., ni les questions de data science qui nécessiteraient l'implication de data scientist pour résoudre un problème scientifique. Pour me concentrer un peu sur ces blocs, on a une solution qui s'appelle AWS Panorama, qui se décompose en 2 parties. Un équipement physique qui permet de traiter des flux vidéo de caméras en local, par exemple dans une usine, qui s'accompagne d'un kit de développement logiciel pour intégrer des fonctions pour créer des opérations intéressantes dans l'usine qui peuvent être de sécurité, de contrôle, de comptage, etc. Mickaël en parlera mieux que moi tout à l'heure. Une solution qui s'appelle Amazon Monitron, qui est une solution complètement intégrée pour apporter de la surveillance sur des équipements tournants, vibrants. Donc, quand on veut faire de la maintenance prédictive et de l'alerting sur des équipements qu'on ne peut pas connecter, sur lesquels on ne peut pas nécessairement rajouter de capteurs et pour lesquels on ne peut pas nécessairement créer de fonctions pour les intégrer dans un système SCADA, par exemple, et qu'on veut une solution clé en main, de bout en bout, on peut utiliser Monitron, c'est une solution récente. Et puis, 2 autres solutions qui sont très intéressantes. Lorsqu'on a des capteurs, qu'on est capable de récupérer la donnée, mais qu'on n'a pas la data science et les algorithmes pour faire de la surveillance et de la détection d'anomalies sur ces données, on peut se tourner vers Lookout for Equipment, qui va offrir toute la logistique scientifique, j'ai envie de dire, de traitement de ces données et de remontée d'alerte et d'informations. Et puis une solution qui est tournée vers la détection de défauts, qui s'appelle Lookout for Vision, et dont on va parler un peu plus aujourd'hui.
Alors, c'est un exemple donc qui va illustrer comment les 4 fonctions que j'ai présentées tout à l'heure s'adaptent au contexte de nos clients. C'est vraiment enfin, ça concerne vraiment la détection de défauts sur des chaînes de production, hein, donc par des prises de vue assez homogènes et systématiques des équipements. Euh, alors, on présente ici sur cette illustration une chaîne virtuelle de production pour donner des exemples d'applications de Lookout for Vision. Vous pouvez positionner Lookout for Vision dans des centres de logistique quand, par exemple, des palettes arrivent pour détecter l'absence ou des défauts sur des palettes. Vous pouvez très bien positionner aussi cette solution auprès de process de production comme l'emboutissage ou le fait de peindre une pièce et de regarder ce qui s'est passé après, s'il y a des défauts apparents, etc. Sur des opérations de soudure et vous pouvez détecter l'absence de composants dans une chaîne de production. Donc c'est très vaste les champs d'application. Pour illustrer les traitements, par exemple sur la production de composants électroniques, enfin de cartes électroniques ou de chaînes automobiles, on peut détecter des défauts visuels, des éraflures, on peut détecter des défauts sur des soudures avec des défauts d'aspect qui pourraient induire des mauvais contacts. Sur aussi la présence ou l'absence de composants. Là, on va être sur l'absence de composants électroniques ou de gélules sur des productions de médicaments. Donc, c'est vraiment de l'inspection visuelle qui peut s'automatiser avec Lookout for Vision. Et puis des cas un peu plus compliqués, un peu plus exotiques, qui peuvent être sur des défauts d'apparence qui indiquent finalement des problèmes dans des productions de rouleaux de papier, de métaux, etc. Donc là, voilà, vous avez une illustration de fonctions que Lookout for Vision va essayer d'offrir à nos clients industriels sans avoir la peine, la difficulté au développement de la data science. Et l'expérience pour nos clients et pour ceux qui veulent mettre en œuvre Lookout for Vision, on a essayé de la simplifier le plus possible. Elle se décompose essentiellement en 4 étapes. Les 3 premières sont les plus importantes. Il va y avoir une étape, et Mickaël va en faire la démonstration tout à l'heure, une étape qui va être celle de la collecte des données, du fait de les positionner dans le cloud et de simplement faire la différence entre ce qui montre un défaut et ce qui montre une situation normale. Il va y avoir une étape d'entraînement du modèle et puis une étape de déploiement. Voilà, on a essayé de réduire au mieux ce qui est à faire par nos clients, mais toujours avec le niveau d'exigence de la sécurité et de la robustesse pour une mise en production réelle. Et puis la quatrième étape, qui sera détaillée tout à l'heure, c'est celle de l'enrichissement continu des modèles et des jeux de données pour être au plus près de la réalité. Alors, on vient de voir ensemble le positionnement d'AWS dans le contexte industriel, l'organisation très riche du portefeuille de solutions de machine learning, et puis on se concentre maintenant sur ces solutions qui sont dédiées à l'industrie. Et je vais passer la main à Michael qui va commencer par une démonstration de Lookout for Vision. Merci Philippe. Hop, donc je vais partager mon écran et commencer à la première étape dont parlait Philippe, qui est celle de la collecte des données, des informations. En l'espèce, il s'agit de photographies qui ont été prises d'une surface de cuir qu'on pourrait très bien trouver effectivement en bout de chaîne. Donc, vous voyez là un certain nombre de photos et d'images de cette surface en cuir. Et je vais vous montrer quelques anomalies. On voit une assez grande variété d'anomalies. Donc, par exemple, une déchirure. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, hop, le temps que ça arrive, une image avec une déchirure effectivement dans la surface. Donc ça, c'est le type de défaut qu'on va effectivement demander à Lookout for Vision d'aller capturer. Donc, une fois que j'ai collecté ces données, je les ai classées ici tout simplement en anomalie et normale. Donc, j'ai deux jeux de données, un jeu de données d'entraînement et un jeu de données de test qu'on va pouvoir utiliser pour valider la qualité du modèle. Et dans les deux cas, j'ai une vingtaine d'images normales
et une dizaine d'images comportant des anomalies. Donc ça, c'est la phase de collecte. Je reproduis exactement cette structure de fichiers sur Amazon S3, qui est effectivement notre service de stockage sur lequel effectivement j'ai reproduit. Vous voyez, donc dans test par exemple, j'ai reproduit cette arborescence avec d'un côté les anomalies et de l'autre les images normales. Donc là maintenant, j'ai mes images qui sont arrivées dans le cloud. Vous pouvez imaginer en bout de chaîne que ces images sont peut-être envoyées régulièrement sur un espace qu'on peut effectivement analyser. Une fois qu'on a ceci, on peut se rendre dans Lookout for Vision. Donc, je vais me mettre ici sur la page d'accueil de Lookout for Vision. Et ce que j'ai créé, c'est un projet. Donc, un projet. Ah, hop, on va recharger la page. Je pense que j'ai dû être déconnecté. Je me suis connecté trop tôt. Donc, j'ai déjà créé un projet dédié effectivement à ce dataset, tout simplement, ce jeu de données. Et la création d'un dataset est relativement simple. Je veux dire, sur la création d'un projet, c'est simplement lui donner un nom. Donc, je l'ai appelé ici donc surface en cuir, Laser Surface. Et dans ce projet, j'ai déjà créé un jeu de données, deux jeux de données plus précisément, un jeu de données d'entraînement et un autre de test. La création d'un dataset, je vais vous le montrer ici, consiste tout simplement à indiquer au service où il doit aller chercher les informations dans Amazon S3. Et une fois qu'on a fait ceci, les datasets sont chargés dans l'interface de Lookout for Vision, ce qui vous permet deux choses. Une première, c'est de contrôler que les images ont bien été annotées. Donc dans mon cas, j'avais déjà des images qui étaient annotées. Je les avais déjà mises, certaines dans un dossier anomalie et d'autres dans un dossier effectivement normal. Si elles n'étaient pas annotées ou s'il y a des erreurs d'annotation, vous pouvez très bien effectivement dans l'interface cliquer sur Add Labels, donc ajouter effectivement des annotations et venir corriger effectivement ce point. Donc vous voyez ici par exemple, ces images étaient annotées en tant qu'anomalie. Si je n'étais pas d'accord en disant ben, je considère que les défauts de couleur ou ne sont pas effectivement un défaut que je souhaite capturer dans ce projet particulier, je peux simplement les marquer en tant que normal en cliquant sur le bouton et à l'issue de mon annotation, je vais pouvoir effectivement revenir en haut et de dire sauvegarder les changements. Donc, je ne vais pas le faire là parce que je sais que ce sont des anomalies que je veux capturer. Et une fois, donc je vais quitter cette interface. Donc, une fois qu'on a effectivement des données annotées d'entraînement et de test, on voit ici le volume de données est relativement faible. Dans chaque cas, j'ai 20 images normales et 10 anomalies. C'est le nombre minimal d'images qu'il faut pour que le Lookout for Vision puisse créer un modèle. L'entraînement d'un modèle ne demande aucune configuration ou compétence particulière. On clique simplement sur Train a Model et on va simplement éventuellement choisir des paramètres de chiffrement et on va simplement cliquer sur Train Model. Donc c'est la seule chose qu'on a à faire. Donc jusqu'à maintenant, on était dans la première étape, collecte et annotation des données. Et entraîner un modèle consiste simplement à cliquer sur ce bouton. Donc extrêmement simple. Ça prend quand même une demi-heure, entre une demi-heure et une heure en fonction du volume de données. Dans ce cas, j'ai déjà fait le travail hier et j'ai un modèle qui est entraîné et qui a pris, je vais vous montrer ça, hop, voilà, qui a pris 31 minutes. Donc l'entraînement s'est exécuté effectivement sur 30 images et dans cette fenêtre, on a aussi les résultats qui sont affichés sur les données de test. Donc ça nous permet de vérifier que le modèle a des performances qui sont effectivement correctes. Donc dans ce cas-là, comme vous l'imaginez, les défauts étaient très visibles à l'œil nu. Donc j'aurais été
plutôt déçu que le modèle ait une performance inférieure à 100% en fait, compte tenu de la facilité avec laquelle ce type de défaut peut être capturé. Donc dans ce cas-là, on peut voir ici que les 10 anomalies ont bien été annotées et prédites en tant qu'anomalies par ce modèle, avec un niveau de confiance qui est variable. On voit ici qu'il commence à 54,5%. Il monte assez rapidement, effectivement, à 95-97% de niveau de confiance. Donc, deuxième étape, on a entraîné un modèle et on peut effectivement regarder son évaluation ici. Là, ce qui va être effectivement un peu plus intéressant, c'est de regarder effectivement qu'est-ce qui a été fait donc sur des données que le modèle n'a jamais vues. Donc, j'ai mis de côté pour ça une 7 ou 8 images, 7 images, et j'ai demandé au modèle effectivement de s'exécuter sur ces images. Donc, c'est ce qu'on a ici dans le Trial Detection, ce qui vous permet de tester effectivement des nouveaux lots d'images qui arrivent pour valider, on va dire, que le modèle effectivement a toujours cette même qualité. C'est intéressant, notamment si vous voulez régulièrement mesurer la précision du modèle. Donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, lors d'un changement de lot, lors d'un changement de procédé, on peut effectivement demander cette vérification. Dans notre cas ici, on peut voir que 3 ont été prédites normales et 4 ont été prédites en tant qu'anomalie. Donc je vais regarder rapidement les 3 qui ont été prédites normales. Donc je vois ici qu'il a indiqué que celle-ci était normale. Donc là, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a effectivement une petite déchirure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur vérifier les prédictions effectivement du modèle et on va effectivement venir ajuster effectivement ces prédictions. Donc pour ces deux-là, je suis d'accord. Donc elles étaient prédites en tant que normales et je les marque effectivement correctes. Et celle-ci n'était pas normale et je la marque en tant qu'incorrecte. Je vais regarder qu'est-ce qu'il a prédit également en tant qu'anomalie. Donc celle-ci est correcte, celle-ci également, un problème de couleur. Donc ces trois-là sont effectivement corrects. Et aussi un morceau de colle ou de glue qui est resté. Donc effectivement, ces quatre anomalies sont correctes. Et donc une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter ces données effectivement de vérification à mon jeu de données d'entraînement pour réentraîner le modèle. Donc c'est la quatrième étape que Philippe avait montré sur sa planche, qui est effectivement cette boucle d'amélioration continue. Donc voilà pour Lookout for Vision. Donc je rappelle très simplement, on a créé un projet, on a ingéré effectivement des données, des images pour pouvoir entraîner un premier modèle. On l'a entraîné, on l'a évalué, et là, ce qu'on vient de faire, c'est une vérification au bout d'un certain temps, qu'on a capturé des images, et on va pouvoir effectivement entrer dans une première boucle d'amélioration avec un dataset ici qui a 7 images de plus, qu'on va pouvoir utiliser effectivement pour relancer un entraînement. Voilà. Donc ça, c'était sur le service Lookout for Vision. Le deuxième service sur lequel on voulait effectivement vous montrer quelque chose est le service AWS Panorama. Philippe, je ne sais pas si tu avais effectivement quelque chose sur Panorama, ou alors je peux passer directement sur le service en lui-même. Alors, non, je vais te laisser la main. Oui, Une question peut-être que je vais partager, oui. je pense qu'elle peut intéresser tout le monde. Est-ce que tu peux préciser le sens de ce pourcentage de confiance dans les prédictions du modèle? Voilà. Alors, c'est un modèle, les modèles, enfin, il y a un certain nombre de modèles qui sont utilisés en tâche de fond, et tous ces modèles renvoient une probabilité sur, on va dire, la détection d'une anomalie ou non. Donc, chaque fois qu'une image est soumise au modèle, le modèle va effectivement émettre une probabilité. En général, on va couper effectivement cette probabilité pour dire toutes les images qui ont un niveau effectivement de probabilité qui est supérieur à X%, on va dire que ça correspond à une anomalie quand ça correspond à une anomalie. Si je suis sûr à plus de X% que c'est une image normale, je vais la marquer en tant que normale. Donc c'est une classification qui est plutôt binaire, anomalie ou normale,
pour donner un peu plus de richesse et pour vous permettre effectivement d'interagir et peut-être brancher effectivement d'autres services derrière, on affiche également ce pourcentage de confiance. Donc ça permet d'avoir sur chaque image un niveau de pourcentage sur lequel vous allez pouvoir avoir différentes branches. Par exemple, on voyait tout à l'heure qu'il y avait une image qui était classée normale avec 54% de confiance. Vous pourriez très bien avoir un seuil qui est à 80% et de dire toutes les prédictions qui sont inférieures à 80%, je vais les envoyer pour une vérification manuelle à un opérateur ou à un expert sur la ligne. Alors que toutes celles qui ont un niveau de confiance qui est supérieur à 80%, je vais les remettre automatiquement dans le jeu de données d'entraînement. Donc c'est vraiment le résultat, la probabilité qui est sortie, on va dire mathématiquement, du modèle à l'issue de l'entraînement. Ok, merci Michael. On a d'autres questions. Je pense qu'il est important que tu puisses continuer sur Ouais, Panorama. Et comme on a prévu une belle plage de questions-réponses, on les traitera ensemble après si tu veux. d'accord, ça marche. Donc, je vais passer du coup au service AWS Panorama. Donc, Panorama, ben, je vais aller effectivement vous montrer rapidement, on va dire, la console ici. Euh, donc, globalement, Panorama, est une appliance, un hardware et un SDK, donc un kit de développement. Ce que je vais vous montrer ici, c'est effectivement la page d'accueil du service qui permet de charger effectivement, d'enregistrer votre plans quand vous la recevez. Donc, la création au total, de bout en bout, c'est quelque chose qui va prendre approximativement 1 heure. Entre le Mais moment où Michael, vous recevez, oui, pardonne-moi de t'interrompre. Peut-être juste repréciser l'intérêt, l'usage de ouais. Panorama. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais Mhm. sur la collecte de flux vidéo pour exécuter dessus des fonctions de machine learning, tu veux préciser plus les choses? Oui. Bah, alors, j'allais le faire avec, effectivement, on le voit ici sur la page d'accueil. Super, merci. Donc, panorama. Euh, donc, quand vous recevez effectivement votre hardware, il s'agit en fait d'un gateway qui va se connecter à des caméras IP, donc à des flux vidéo. Donc, si vous avez déjà des caméras installées, des caméras de surveillance, des caméras qui sont sur les lignes, mais qui n'ont pas forcément d'intelligence ou de modèle embarqué, vous avez la possibilité de récupérer ces flux et de les traiter avec un hardware, donc ce petit boîtier, je vous montrerai tout à l'heure, que vous pouvez effectivement brancher effectivement dans votre, c'est un boîtier qui est un petit peu j'ai oublié le terme, ruggedized en français. Donc Durci. c'est voilà, un boîtier durci que vous pouvez effectivement mettre dans un environnement, dans une usine donc en termes de référence à IP62. Donc il est résistant à la poussière, à la température. Bon, voilà, vous pouvez pas le plonger dans l'eau et le mettre à l'extérieur sous des conditions climatiques, mais vous pouvez effectivement le mettre facilement dans une usine. C'est un boîtier qui est fait pour ça. Et ce boîtier va pouvoir effectivement se connecter à des caméras IP. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ceci. Hop, je vais vous le montrer effectivement sur une petite planche. Ce que je vais vous montrer ce matin, c'est, on va dire, trois morceaux. Le premier, on va dire qui est évident, on va dire, c'est mon écran. Je suis effectivement sur mon laptop et je vais pouvoir vous montrer effectivement une vidéo qui est issue effectivement d'une caméra et la même vidéo qui est traitée par Panorama et qui renvoie des résultats. Donc ce que j'ai pris là, c'est une vidéo que j'ai téléchargée. Donc c'est une vidéo qui montre une soirée à Venise et le modèle effectivement que j'ai déployé, un modèle qui va compter effectivement des objets, en l'occurrence là des personnes. Donc il va se contenter d'aller chercher où se trouvent, détecter les personnes sur ces vidéos et les compter frame par frame.
Le appliance qui est ici, c'est le deuxième morceau, je le montrerai tout à l'heure, et c'est une appliance sur laquelle on va trouver des applications. Donc, déployer une application, ça consiste à déployer un script qui est capable de charger un modèle de machine learning entraîné et d'exécuter un certain nombre de prédictions. Donc, je mets ici Lambda parce qu'en fait, l'environnement dans lequel on écrit effectivement ce script dans le cloud est sur Lambda et on va effectivement déployer, et vous le verrez tout à l'heure, on va sélectionner une de ces fonctions dans le service Lambda, donc le service serverless qui permet d'exécuter du code. Donc, on va effectivement écrire son script d'inférence, donc le script qui va générer les prédictions à partir du modèle entraîné dans Lambda. Et le appliance, en fait, va prendre ce modèle déployé et cette application et lui donner en entrée les différentes frames de la vidéo qui viennent des différents flux. L'environnement qui est dans le cloud ici est découpé en trois. Le premier, c'est l'environnement effectivement d'entraînement. Donc, on peut utiliser SageMaker, on peut aussi avoir des modèles qu'on a déjà entraînés et qu'on va effectivement positionner dans un compartiment S3. La deuxième partie, c'est effectivement le script d'inférence. Ici, j'utilise Lambda, je pourrais vous montrer la fonction donc qui permet effectivement d'exécuter cette inférence. C'est des scripts d'inférence qui sont classiques. Toute personne qui a rédigé déjà un script d'inférence pour traiter un modèle de computer vision va retrouver effectivement les différents process, donc le pré-processing des données, l'application effectivement de la normalisation, retailler effectivement l'image aux bonnes dimensions, etc. Et ensuite l'exécution effectivement du modèle. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment on déploie cette application et ce modèle sur Panorama. Ce que j'ai ajouté, c'est aussi une petite caméra virtuelle que j'utilise en fait pour pouvoir publier n'importe quel type de vidéo. Donc j'ai deux caméras qui sont installées sur mon système, une caméra IP physique et cette caméra virtuelle que je peux utiliser pour générer n'importe quel flux vidéo. Donc voilà ce que je vais vous montrer ce matin. Et donc la première étape commence par l'installation de l'appliance. Donc c'est quelque chose qui prend à peu près 10-15 minutes. Dans les faits, ce qui prend plus de temps, c'est peut-être d'ouvrir le carton et de brancher effectivement l'appliance. Ce qu'on vous demande quand on configure l'appliance, c'est sur quel réseau effectivement elle va effectivement se connecter. Est-ce qu'on a besoin de se connecter en SSH dessus pour le kit de développement? Et c'est à peu près tout. Vous vous retrouvez avec une configuration de deux fichiers JSON en USB et ensuite vous prenez cette clé USB, vous téléchargez effectivement les fichiers de configuration qui sont générés par la console et vous le branchez dans votre appareil. Et c'est tout. Donc, une fois que vous lancez effectivement l'appareil, il se configure et il se connecte à son réseau. Et donc, au bout de, voilà, entre 5 et 15 minutes, votre appliance apparaît effectivement dans votre console. Donc, je vous épargne effectivement ces 10-15 minutes. Ce qui est intéressant après, c'est de connecter la caméra. Donc, je peux vous montrer, donc là, connecter une caméra virtuelle. Donc, en l'occurrence, il suffit de connaître son adresse IP. En général, le flux des caméras IP est au protocole RTSP, donc Real Time Streaming Protocol. Donc, c'est un standard industriel pour effectivement les flux de caméras IP et vous lui donnez un petit nom. Et c'est quelque chose qui prend 4-5 secondes. Donc je mets une copie d'écran de ma console ici, mais si on retourne effectivement dans la console et que je vais sur mon appliance, voilà, donc là je clique effectivement sur le nom de mon appliance, je vais dans caméra stream, flux vidéo, et je vois que j'ai deux caméras qui sont associées à mon appliance. Donc une caméra, ma caméra virtuelle et une caméra physique que j'ai effectivement connectée, qui est une caméra IP. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est ceci. Donc j'ai démarré ma caméra virtuelle et on a établi cette connexion sur effectivement l'appliance qui est installé. Maintenant, ce que j'ai fait, donc ça prend 4 ou 5 minutes. Donc pareil, je vais vous épargner effectivement ces 4 ou 5 minutes, mais ça consiste à créer et à déployer une application. Donc créer une application, ça consiste effectivement à choisir un modèle qui est déjà entraîné,
et à choisir effectivement votre code d'inférence qui est utilisé pour générer les prédictions. Donc dans la console, j'ai déjà un certain nombre d'applications qui sont installées. Et quand on crée une nouvelle application, vous voyez les différentes étapes en haut. Donc on lui donne un nom, on choisit un modèle, on choisit une fonction lambda et on a terminé. Donc globalement, donc je vais le faire juste rapidement ici avant d'annuler. Donc je lui donne un nom. Je choisis un modèle qui se trouve soit effectivement sur S3, soit un modèle qui a déjà été entraîné avec SageMaker. Donc Panorama peut aller chercher la liste des modèles entraînés que vous avez entraînés sur le service SageMaker si vous l'avez utilisé, ou des modèles qui ont déjà été sélectionnés. Vous pouvez en sélectionner plusieurs si vous le souhaitez, notamment si vous voulez faire des pipelines avec différents modèles qui sont exécutés à la suite. Donc là, je sélectionnais une classification avec ResNet. Je vais passer effectivement à l'étape suivante où là, je vais choisir mon code d'inférence. Et donc là, encore une fois, il va effectivement aller dans l'environnement effectivement lambda pour me dire bah, telle fonction. Je vais aller chercher la version 18 de cette fonction de mon code d'inférence. C'est la seule chose effectivement que vous allez faire pour créer une application. Donc je l'ai déjà créée et je l'ai déjà déployée. Donc du coup, si je vais sur mon appliance, je clique dessus, je vois ici que j'ai une application qui est déployée. Et ce que voit cette application, c'est assez simple. Donc j'ouvre ici VLC et je vais vous montrer le flux vidéo qui sort de ma caméra virtuelle. Donc voilà ce qui sort de ma caméra virtuelle. Donc c'est peut-être un petit peu saccadé de votre côté, mais c'est un flux vidéo d'une soirée à Venise avec des personnes. Donc ça, c'est le flux vidéo qui est mis en entrée de Panorama. Hop, je vais arrêter ça. Maintenant, ce qui sort effectivement de cette caméra, donc j'ai une application qui tourne sur Panorama et j'ai également un port HDMI sur lequel j'ai branché un petit écran, hop, que je vais vous montrer ici. Hop. Donc zoomer un petit peu sur la fenêtre si vous voulez voir effectivement la vignette un peu plus gros. Donc ça c'est un petit écran HDMI sur lequel j'ai branché un câble HDMI qui est relié à mon appliance et je vois ici les cadres, les bounding box avec les probabilités de reconnaissance des personnes. Je vois par exemple là 9 personnes, 6 personnes, 8 personnes. Bon ça il y a peut-être un petit peu plus de lag de votre côté. Mais on voit effectivement ce que perçoit, qui sort de l'application et de l'appliance. Donc libre à vous après d'exploiter ces résultats pour réagir. Donc vous pouvez soit effectivement récupérer le flux vidéo en mettant un serveur MJPEG sur place sur le appliance, ou tout simplement là ce que j'ai fait dans mon application, c'est que toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, je prends un de ces résultats, une de ces frames, et je la mets dans S3. Et ensuite, je peux faire des déclencheurs pour effectivement réagir à ce que mon modèle effectivement a détecté en temps réel. Donc là, j'ai créé déployer une application. Vous avez vu le résultat. Donc ce qu'on vient de faire à l'instant, ce sont ces deux parties-là. Une première partie où j'ai repris le modèle et le code d'inférence et je l'ai déployé sur mon appliance physique. Donc bah, là maintenant, si je n'ai pas besoin d'envoyer effectivement des données sur le cloud, je peux débrancher effectivement mon appliance du réseau, on va dire cloud, et la laisser sur le réseau local d'une usine. Elle va continuer à exécuter ses inférences en local. La mienne est connectée effectivement au cloud, sinon j'aurai du mal effectivement à vous montrer ces résultats. Donc ça m'a pris à peu près 5 minutes entre le moment où j'ai déployé effectivement on va dire, configuré mon code et déployé l'application avant qu'on puisse voir les résultats. Et donc, si je vous montre typiquement, donc hop, ce que vous voyez là sur mon écran, c'est en fait le flux vidéo d'une petite caméra IP. Donc là, ça lag un petit peu plus parce que c'est le partage d'écran. Mais vous voyez ici, où vous devriez voir dans quelques secondes, vous devriez voir effectivement le appliance, voilà, avec effectivement son câble USB.
son câble HDMI, pardon, qui est effectivement connecté au petit écran hop, qu'on a ici. Et donc, on peut avoir effectivement le même type de traitement sur une caméra IP. Il n'y a aucune différence. C'est même plus simple avec une caméra IP parce que la plupart d'entre elles sont également compatibles avec le protocole ONVIF, qui est un protocole qui permet à l'appliance Panorama d'aller chercher sur le réseau les caméras compatibles toutes seules. Donc, vous n'avez pas à les configurer manuellement. Donc voilà en quelques mots, donc il est 10 heures pile, ce qu'on peut faire avec ces services dédiés au computer vision. Hop. Et donc, eh ben, je propose qu'on passe peut-être aux questions. Voilà, bah, écoute, Mickaël, merci beaucoup pour cette partie d'explication et de démonstration. Et merci à tous d'avoir participé à ce cercle des experts sur l'intelligence artificielle pour l'industrie. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.